Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast In Shape to Grow, le podcast qui a pour mission d'inspirer les entrepreneurs mais également les indépendants, les auto-entrepreneurs, les chefs d'entreprise qui désirent mettre ou remettre leur santé au cœur même du business plan. Dans l'épisode du jour, j'ai l'immense plaisir de vous présenter le travail de Thierry Janssen. Alors, Thierry Janssen était un chirurgien avec déjà près de 10 ans d'expérience lorsque du jour au lendemain, suite à une promotion, il décide de tout plaquer. Tout plaquer sans réellement savoir ce qu'il allait faire du lendemain, mais il savait qu'il n'était plus dans la bonne direction. Ce qui est extraordinaire et remarquable dans la carrière de Thierry, c'est que il a eu ces 14 années plus d'études de la médecine moderne jusqu'à la chirurgie. Et puis il est parti étudier 4 ans aux États-Unis la médecine énergétique. Et aujourd'hui, depuis près de 20 ans, il consulte, il écrit et il forme à ces médecines énergétiques, les médecines de l'âme. Alors, dans cette interview, nous allons justement parler énormément de son dernier livre et j'espère que, comme moi, vous serez inspiré, premièrement, à lire son dernier ouvrage, mais également dans l'essence même de son enseignement qui nous permet de trouver justement la posture juste, la cohérence entre ce que l'on pense, ce que l'on dit et ce que l'on fait. J'espère que ce podcast va à nouveau vous inspirer à vous aussi placer ou replacer la santé au cœur même de votre business plan. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire de cet épisode. Et d'ici la prochaine interview, prenez soin de vous. Eh bien, bonjour Thierry, comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour David, je vais bien. Enfin non, c'est pas tout à fait vrai. Je suis triste aujourd'hui. C'est vrai? Et ça aussi, entre tristesse et agacement, voire colère, et c'est relié à la situation générale de notre monde. Et c'est influencé en particulier par deux éléments. Le premier, c'est que je suis en train de lire un livre qui me parle beaucoup et qui s'appelle Human Psycho, écrit par un certain Sébastien Boller, qui avait déjà écrit Le bug humain, Oui. et qui montre comment notre cerveau finalement est très limité dans ses fonctionnements et prisonnier de ces actions absolument débiles que nous mettons en place et qui nous font courir à notre perte. Et donc, je lis ce livre et en même temps, je suis assailli d'informations, notamment venant de la Commission européenne, où on est en train de débattre en ce moment même, ici à Bruxelles où je vis, de l'obligation vaccinale pour tous les citoyens européens, enfin, beaucoup de choses, et qu'on se félicite des 90 ou 90 milliards de bénéfices de Pfizer. Et tout ça me rend très triste. Je partage ton sentiment. Ici, du haut du Canada, ce n'est plus un secret pour personne. Il y a aussi beaucoup de choses qui changent. Ça fait maintenant 18 mois que nous sommes ici et autant il y a 18 mois, la situation était, me semblait-il, beaucoup plus relaxe que la Belgique que je venais de quitter. Mais aujourd'hui, ça n'est pas du tout le cas et on est dans une même cohérence entre guillemets entre l'Europe et je dirais l'Amérique du Nord. Et c'est vrai que c'est curieux. C'est curieux par rapport, je ne sais plus quel auteur avait dit que le 21e siècle serait spirituel ou ne le serait pas. Et donc là, j'espère que, je dirais, les efforts de certaines personnes au niveau de cette spiritualité dont on va parler un petit peu aujourd'hui puissent contrebalancer des décisions qui nous semble, nous, oui, effectivement, en tant que citoyens, un peu particulière. J'utilise beaucoup la situation particulière aujourd'hui pour la laisser neutre, parce que je pense qu'on peut aller d'un côté ou de l'autre. Oui, et c'est vrai qu'on a le sentiment que j'ai pour répondre à la question comment vas-tu aujourd'hui, c'est un sentiment à la fois de tristesse et d'agacement parce que j'ai le sentiment qu'on
on me pousse malgré moi dans un monde où je ne veux pas aller. Ouais. Et encore ce matin, je cherchais à appeler la banque, bêtement la banque, pour poser une question et on m'a même pas répondu. On m'a renvoyé à un site sur lequel j'ai beau avoir fait 7 ans de médecine, 7 ans de chirurgie, et je crois que je suis quand même relativement cortiqué. Je ne comprends rien de ce qu'on veut me faire remplir sur ce site. Et donc je dis, je veux pas aller dans ce monde-là. Non. Je veux un monde d'êtres humains qui se parlent, qui sont dans la nuance, qui répondent à des questions précises. Mais c'est pas le monde qu'on me propose, donc ça me rend un peu triste. Et quand je suis pas triste, je deviens très agacé. Mais je sais que justement, hein, en préparation de cette interview, tu m'as recommandé ton dernier ouvrage que j'avais sur ma liste de lecture. Et on va essayer de partager avec l'audience justement quelques outils pour pouvoir justement sortir de ces états parfois quand le matin on se réveille et qu'on n'a pas cette énergie de pouvoir apporter quelque chose au monde parce qu'on a, comme tu le dis, des sensations de frustration. Pour le moment, effectivement, personnellement, c'est plus la frustration que la tristesse. Mais voilà, c'est tout ça, c'est des éléments qui, et je l'ai vraiment beaucoup apprécié dans ton ouvrage, peuvent déclencher une réaction d'action et pas une réaction où on subit. Donc, on va justement en parler en fin d'interview. Mais parce que justement, on s'est rencontrés, si mes souvenirs sont bons, je réfléchissais un petit peu en arrière. Je pense que la première fois qu'on a eu un contact, c'était autour des années 2004-2005, lorsque tu m'avais proposé un article dans la Libre Belgique concernant un dossier sur la santé. Et donc, j'étais tout jeune à l'époque, hein, je sortais de l'université depuis 4 ans, à mon avis. Et toi, tu étais déjà dans une deuxième carrière. Et est-ce que tu me permets justement, en début de cette interview, de revenir sur certains éléments de ta vie? Oui, bien sûr. Alors, tu es né dans les débuts des années 60, hein, et donc quand on lit ta biographie, on voit que déjà tout enfant, tu étais avec une vie intérieure très riche et attiré par l'Égypte ancienne, qui est effectivement un domaine extraordinaire. On a revu avec les enfants, le dimanche avec les enfants, par exemple, petite parenthèse, on regarde un documentaire après le brunch du dimanche, et donc on avait demandé aux enfants s'ils préféraient. Il y avait plusieurs choix et puis finalement la petite a demandé de regarder Toutankhamon et donc on a regardé tout un beau reportage sur Toutankhamon et donc tu étais baigné par cette captivation de l'Égypte ancienne et finalement tu es devenu médecin, tu l'as dit, chirurgien, gynécologue, urologue. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Comment toi tu es passé d'un enfant intérieur avec une vie riche et attiré par l'Égypte et finalement arrivé vers la médecine? Est-ce qu'il y a… Ah, oui, oui, il y a eu en fait, il y a eu une graine. Euh, C'est-à-dire que quand j'avais 5 ans et demi, j'étais passionné par l'Égypte ancienne. C'était une espèce de coup de foudre qui m'a pris comme ça en découvrant justement le récit de la découverte de la tombe de Toutankhamon. Et puis, au même moment, ma mère, était opérée d'une hernie discale. Et nous allions tous les midis à l'hôpital la voir avec mes grands-parents. Et elle m'a un jour montré le chirurgien qui l'avait opéré. Il passait dans le couloir. Et au moment où elle m'a montré cet homme, j'ai dit, moi, je vais devenir chirurgien. Je m'en souviens, mais très, très, très bien. Et ça a été le piège quelque part parce que pendant toute mon enfance, il y a eu 2 projets. Je voyais vraiment loin et je voyais ce projet, je serais égyptologue et puis où je serais chirurgien. Et j'ai eu la chance ou malchance de rencontrer un égyptologue parce que j'avais écrit à la télévision belge parce qu'il y avait un égyptologue qui était venu parler et j'avais 6 ans et j'avais écrit une lettre en disant moi je veux rencontrer ce monsieur. Et donc, ils ont transmis ma lettre et j'ai rencontré ces égyptologues au musée du Cinquantenaire, là, le musée d'art et d'histoire à Bruxelles. Et ce monsieur qui s'appelait Arpak Mekitarian m'a reçu très gentiment, a honoré ma passion, mais il m'a fait comprendre que si je voulais devenir archéologue, il fallait que j'aie une santé, une forme physique, une bonne condition physique. Et à l'époque, je ne l'avais absolument pas. J'étais un petit enfant avec un corps très chétif, déformé, je n'étais pas du tout sûr de moi, je vivais beaucoup en retrait dans mon monde intérieur avec mes pharaons et mes dieux égyptiens
Et en fait, je me suis dit, je ne pourrais jamais être un égyptologue. Et donc, malgré que toute mon enfance et mon adolescence, les deux étaient dans moi, là, égyptologue ou chirurgien, quand il a fallu choisir, à l'âge de 17 ans, 18 ans, je me suis dit deux choses. D'abord, j'étais peut-être pas vraiment suffisamment costaud pour devenir égyptologue. Et deuxièmement, l'égyptologie, c'est quelque chose qui me passionnait, mais ça n'intéressait que moi finalement. C'est ça. Ou un petit groupe de gens. Alors que devenir médecin, c'était aller vers les autres, apporter quelque chose dans la société, peut-être de plus utile. Et ce n'était pas devenir médecin, c'était devenir chirurgien. Et ça a été le deuxième piège, parce que j'ai vraiment tout fait pour devenir chirurgien, et j'étais un élève relativement moyen. Sauf pour tout ce qui touche à l'histoire. Mais pour le reste, j'étais un peu moyen. Et du coup, j'ai dû travailler beaucoup pour quand même réussir. Et surtout que pour devenir chirurgien, il fallait très bien réussir pour être sélectionné dans les concours et tout ça. Et donc, j'ai vraiment beaucoup donné. Dans toute ma jeunesse, j'ai énormément travaillé avec ce rêve, je serai chirurgien. Mais il y a eu un troisième piège, c'est que très tôt, j'ai été déçu par mes professeurs, que je trouvais finalement pas des maîtres. C'est des gens qui me demandaient de réciter des choses que j'avais apprises par cœur sur les bancs de l'université, et je n'avais pas le sentiment qu'ils incarnaient ce qu'ils m'enseignaient. Moi, j'avais besoin d'un maître, de quelqu'un qui incarne pleinement, qui me prenne par la main et m'apprenne le métier autrement que de manière intellectuelle. Et tellement déçu de cela, je me suis dit, moi, je serai professeur. Et donc, c'était le troisième piège, parce que pour être professeur, il fallait encore faire plus d'efforts. Et donc, j'en ai fait vraiment beaucoup. Étudiant, j'ai fait de la recherche et tout ça et tout ça. Et donc, j'avais un curriculum vitae très construit, mais je suis arrivé à l'âge de 35 ans épuisé. Alors, j'étais devenu chirurgien. J'avais des responsabilités d'enseignement à l'université, mais j'étais pas heureux. Et je crois que j'étais pas heureux parce que j'avais oublié le poète en moi, l'être plus inspiré. J'avais renié une partie de moi et je fonctionnais dans un système qui me demandait de fonctionner de façon très, très mécanique quelque part. Oui, tout à fait, parce qu'effectivement, on voit dans ta biographie que tu as fait justement des articles scientifiques et on sait, quand on s'intéresse à la science, que ce n'est pas rien d'écrire un article scientifique. Ce n'est pas comme quand on écrit un article comme moi pour un journal. Un article scientifique, ça demande vraiment un gros travail. Donc, tu l'as dit, il y avait tout ce travail. Finalement, si on regarde ta carrière, c'est de l'archéologie humaine. Tu es allé étudier la médecine, la chirurgie, l'enseignement. Donc, ça, c'est du gros travail pour finalement avoir un déclic à 37 ans. Hein, tu dis dans un interview qu'après avoir reçu une promotion, tu es rentré dans ton nouveau bureau et là, tu as eu cette voix qui t'a dit non, non, si tu continues, tu vas crever. Mais tu viens de le dire, tu t'es déjà épuisé à ce moment-là. Oui. Et ma question serait… J'étais désabusé aussi. Tu sais, tu parlais de la recherche et des articles scientifiques. Je me permets de dire ça sans vouloir accuser de façon générale. Mais moi, j'ai été dans des laboratoires de recherche à l'université et j'ai vu des choses que je pense les gens ignorent. Mais pour construire un curriculum vitae, pour être sûr d'avoir une publication, on est même capable de falsifier des résultats. On est capable de choisir des méthodes statistiques qui vont influencer l'interprétation des résultats à un point où on fait dire tout et son contraire aux choses. Et donc, je me suis dit, mais c'est quoi la science ? J'étais totalement désabusé, en plus épuisé par tous les efforts que j'avais faits. Et donc, fatalement, il y avait non seulement sans doute un pré-burnout, mais il y avait aussi ce qu'on appelle aujourd'hui un bore-out, c'est-à-dire une perte de sens. J'avais l'impression que tout ça n'avait pas beaucoup de sens. Et voilà, c'est ce qui m'a amené à partir en 30 secondes. Hein. C'est ça, c'est ce que tu dis. Et donc, du jour au lendemain, écrire ta lettre de démission par rapport à ce nouveau poste. Et j'avais préparé une question justement par rapport à ça, mais je pense que tu as déjà en partie répondu. Est-ce qu'il y avait eu, en dehors de ce déclic, ou du jour au lendemain, tu as décidé d'arrêter cette carrière de chirurgien et d'enseignant, est-ce qu'il y a eu déjà avant des moments où tu t'es dit non, je ne suis pas dans la bonne direction? Il y a quelque chose qui… Aucun. Non, aucun. Mais par contre, il y avait des signes physiques, des manifestations physiques
qui rendait ma vie inconfortable. Mais je ne me posais pas la question. Je ne voyais pas ces manifestations physiques comme des signes d'un réel danger. Alors ça se manifestait par d'abord des émotions plutôt de l'ordre de l'agacement, de la colère, alors que j'étais quelqu'un, notamment en salle d'opération, qui était très apprécié parce que j'étais très calme, très gentil avec tout le monde, et pour moi ça devait être une fête de pouvoir opérer quelqu'un. J'aimais ce métier et je le vivais dans la bonne humeur. Et puis tout d'un coup, ça m'a quitté cette bonne humeur. Je suis devenu plutôt exigeant, agressif, un peu psychorigide. Et puis je paniquais, ce qui ne me ressemblait pas. J'avais vécu des situations, dans des situations d'urgence notamment, où quand tout d'un coup il y a 2 litres de sang dans la cavité abdominale, qu'on doit mettre un clan sur l'aorte, tout ça ne m'effrayait pas. Et là, je commençais à paniquer. Et puis, j'ai attrapé de l'eczéma et du psoriasis sur les coudes. Et puis, à un moment donné, j'ai eu presque un masque, ce qu'on peut comparer à un masque de lupus, c'est-à-dire des grosses rougeurs comme ça. Donc, manifestement, mon système immunitaire était arrivé à un taux de saturation, de tension, qui a même créé quelque chose d'auto-immun. Mais je n'analysais pas ça. Et je me souviens qu'un ami psychiatre qui travaillait dans la même université et dans le même couloir de consultation, un jour, je lui avais dit, moi, j'ai l'eczéma, je ne comprends pas, j'ai jamais eu de problème de santé de ma vie. Et il me dit, mais qu'est-ce que tu as mal dans ta peau? Et puis, j'ai fait des conjonctivites à répétition. Et alors, il me disait, mais qu'est-ce que tu ne veux pas voir? Et tout ça me passait au-dessus de la tête. Je n'entendais pas ces interpellations. Et ce n'est que en quittant brutalement, comme ça, en 30 secondes, j'ai vraiment entendu cette voix qui disait, si tu restes ici, tu vas mourir. Je suis parti le jour où je devenais chef. Et voilà, c'est seulement à ce moment-là que j'ai réalisé que je vivais depuis 2 ans dans un très grand inconfort, parce que je n'étais plus en cohérence avec l'être profond. Et aujourd'hui, justement, avec ce recul, parce qu'on t'a déjà posé ces questions, hein, tu as maintenant 9 ouvrages à ton actif. Est-ce que, avec le recul, tous ces éléments t'aident aujourd'hui, le fait d'être passé par la médecine, la chirurgie, ce moment de déconnexion avec ton corps, parce que ton esprit, il était dans la case que tu t'étais fixé, mais ton corps t'envoyait des messages. Est-ce que toutes ces expériences t'aident aujourd'hui en tant que thérapeute? Alors, je réponds oui et je vais détailler. Quand tu disais mon esprit était enfermé dans la cage que je m'étais fixée, moi je préfère dire mon mental, parce que pour moi l'esprit c'est une autre dimension. Et c'est vrai que mon corps venait simplement dire que mon mental empêchait justement l'esprit, la conscience, ce qui est vivant en nous, de pleinement se manifester. Parce que mon mental, dans son système de croyances, d'un petit garçon qui voulait bien faire, toujours bien faire, mieux faire, pour réparer plein de choses de mon enfance. Déjà, cet enfant un peu chétif, dans lequel je n'avais pas trop confiance, mais j'avais dû le construire. La peur des autres, mais j'avais dû aller à leur contact, mais toujours en étant parfait, toujours bien faire. Tu vois, et du coup, j'étais effectivement enfermé dans une représentation mentale qui m'éloignait de l'esprit, de l'essence de l'être, et c'était elle qui était en souffrance. Maintenant, tout ce chemin, je ne le regrette évidemment pas, parce que c'est comme un chemin initiatique. Enfin, la vie est une initiation. C'est-à-dire qu'à travers ces différentes expériences, quand la conscience, quand l'esprit s'est réveillé et a vu tout ça, ben, je me suis dit, wow, il y a des pièges, vois tes fonctionnements, vois les illusions que le mental peut créer, reviens au corps qui est quand même l'indicateur ou qui ne triche pas, écoute-le. Et du coup, ça m'a permis de réenvisager tout ce que j'avais appris, mais avec d'autres lunettes, sous un autre prisme, avec un autre éclairage, en comprenant qu'on ne pouvait pas se contenter de soigner le corps comme une machine, qu'il fallait bien comprendre qu'il était non seulement de la matière, une mécanique biologique, mais que cette matière était habitée d'informations et que cette information était véhiculée via une énergie. Et donc, il fallait voir cette dimension énergétique, informationnelle et bien sûr physique, mais que c'était un tout, un individu indivisible. Et donc,
voilà, ça élargit ma vision, mais c'est une vision très incarnée, très ancrée, puisque je connais ce corps, je l'ai touché, manipulé, et j'ai vécu moi-même les signes de l'inconfort Ouais. de l'âme et de l'esprit à travers ce corps. Donc voilà, je pense que ça a été un chemin, il y en a plein d'autres, mais celui-là m'a beaucoup enseigné, C'est tu ça. vois, et je ne regrette pas du tout. Tout à fait. Et du coup, quelques années après cet arrêt de profession au niveau de la chirurgie et de la médecine, hein, une petite période, je dirais, entre les deux, avant de débuter tes études à l'Institut de Barbara Brennan. Pendant 4 ans, tu as étudié justement cette médecine énergétique. En tant que médecin, après 14 ans d'études intenses du corps humain, est-ce qu'il y a eu des moments dans cet apprentissage où tu as été freiné par ce que tu avais appris mentalement, ou est-ce que quand tu as étudié cette nouvelle médecine, enfin cette médecine énergétique, c'était fluide, c'était logique, c'était une continuité? Euh, C'était une C'est évidence, ça. mais et j'en suis heureux, il y a eu des résistances. Et ces résistances se sont manifestées sous forme de doute, sous forme de questionnement, de remise en question, où je n'avalais pas tout ce qu'on me disait du premier coup, où j'ai essayé de relativiser pour aller au-delà des apparences, parce que, par exemple, dans cette approche énergétique de l'être humain, moi, j'étais dans une école qui était située, qui est toujours située aux États-Unis, la Barbara Brennan School of Healing, qui était dans un environnement quand même assez New Age, avec un système de représentation, un emballage, je dirais, qui faisait appel à des croyances, croyances dans un monde invisible, dans des anges ou des guides ou toutes sortes de choses qui n'étaient pas forcément ma culture. Et même si enfant, j'étais très attiré par l'Égypte et adolescent, j'ai beaucoup lu des choses plutôt anthropologiques, m'intéressant aux phénomènes humains dans différentes cultures. Malgré tout, là, j'étais pris dans un système où je me disais, oui, est-ce que je vais totalement y adhérer ou est-ce que je vais essayer de comprendre, non pas pour le combattre, mais comprendre qu'il y a peut-être quelque chose au-delà de cela, au-delà de l'apparence. Et ça m'a permis, je ne prétends pas que j'ai tout vu et que j'ai absolument raison, mais j'ai le sentiment d'avoir été voir au-delà des explications que mon monde scientifique, médical, conventionnel donnait à tout ça, et au-delà des explications et des représentations et des systèmes de croyances que ce monde New Ageisant apportait pour expliquer cela. Ouais. Et je me suis dit, c'est au-delà des explications, c'est au-delà des représentations qu'il y a une réalité. Et là où j'ai beaucoup de gratitude par rapport à ce que j'ai pu vivre, notamment dans cette école, c'est que comme c'était vraiment un parcours initiatique, seule l'expérience comptait. Seul ce que je sentais dans mon corps, ce que je vivais dans le corps, ce que je pouvais sentir dans la relation ou dans l'acte thérapeutique ou l'acte de guérison, seul ça comptait. Et après, ça m'a permis d'essayer de ne pas m'attacher aux explications, on en a besoin, hein, bien sûr. mais en restant toujours conscient que ça parle de quelque chose de beaucoup plus vaste, de beaucoup plus profond, de beaucoup plus subtil que ce que l'explication tente de réduire pour le transmettre ou le comprendre. C'est ça. Donc, il y a eu tous ces doutes, il y en a encore d'ailleurs, il y en a encore. Par exemple, tu fais référence à cet ouvrage La posture juste. Dans ce livre, je présente une grille de lecture de l'être humain à travers les travaux de gens comme Wilhelm Reich, Alexander Lowen, et ce sont des gens qui ont vraiment montré comme la vie psychique est transmise dans l'expression du corps à travers toute l'énergie de ce corps. Et donc, il y a cette dimension physique, énergétique, psychologique. C'est passionnant, mais aujourd'hui, à la lecture d'ouvrages plus neuroscientifiques, eh bien, je me dis, mais est-ce qu'il ne faut pas remettre certaines choses en question ou est-ce qu'il ne faut pas faire l'effort d'aller comprendre ce que ça pourrait correspondre au niveau neuroscientifique? De la même manière que je l'avais fait
dans mon livre La solution intérieure avec les médecines traditionnelles chinoises ou avec la médecine indienne de l'Ayurveda pour montrer qu'il y avait des correspondances, c'était juste une question de mots et d'images, mais qu'on parlait de quelque chose de beaucoup plus profond qui était la vie et ce qui anime l'être. Tout à fait, d'où ce qu'on disait justement en début d'interview, le 21e siècle sera spirituel ou ne le sera pas, parce qu'on a aujourd'hui la chance d'avoir ces notions scientifiques importantes que l'on peut mettre en relation avec, je dirais, des archives mondiales extraordinaires, parce que tout est disponible. Je veux dire, tu as étudié à l'université, les plus jeunes qui nous écoutent ne le savent peut-être pas, mais à l'époque où il n'y avait pas Internet, il y avait juste une bibliothèque, il fallait aller dans une... Moi, pourtant, on n'est pas la même génération, mais je l'ai connu comme ça, d'aller à la bibliothèque chercher un livre qui n'était pas amusant. Je parlais tout à l'heure de cette émission qu'on a vue avec la petite sur le Toutankhamon, mais aujourd'hui, les émissions télé que l'on fait sur l'histoire, elles sont extraordinaires. On a l'impression d'être plongé dedans. De mon époque et de ton époque, les reportages historiques étaient vraiment historiques. C'était pas très c'était pas très sexy. Exactement. Voilà. Et donc aujourd'hui, ton expérience, et j'aime beaucoup pouvoir m'entretenir avec des personnes qui ont cette expérience comme toi, d'avoir la connaissance de la molécule, comme tu dis tout à l'heure. Moi, je n'ai aucune idée de ce que ça peut représenter d'être en urgence lorsqu'il y a 2 litres de sang dans une cavité thoracique d'un patient. C'est une réalité que je ne connais pas du tout. La semaine dernière, j'interviewais un pompier. Je ne sais pas du tout ce que peut être un pompier face à une urgence importante. Et aujourd'hui, on a comme ça des personnes comme toi qui avaient une connaissance de la médecine jusqu'au moindre détail. 14 ans, c'est quand même certaines... Oui, on a le temps de s'imprégner de tout voilà. ça. Et en même temps, aujourd'hui, ça fait 20 ans que tu travailles en tant que plutôt dans la médecine énergétique, la thérapie d'aide. Et d'ailleurs, pour continuer un petit peu ta biographie, donc tu as fait l'Institut de Barbara Brennan, mais aussi l'hypnose ericksonienne, la gestalt-thérapie, la psycho-analyse bioénergéticienne. Tu as étudié justement l'Ayurveda et la médecine chinoise. Et tu pratiques... Alors, je me permets parce que c'est très impressionnant ces énumérations, et en même temps, il faut rester humble et réaliste, parce qu'un être humain, il a un cerveau, il peut faire beaucoup de choses, mais quand même, c'est beaucoup de choses ce qu'on énumère là. Or, c'est la réalité, effectivement. J'ai été pendant 4 ans chez Barbara Brennan, ça a été pour moi la chose la plus difficile, parce que à l'université, il suffisait d'apprendre et de resservir ce qu'on nous avait appris. Et si on avait un petit peu de structure et d'intelligence pour bien le présenter, c'était encore mieux, mais il fallait même pas ça pour le réussir. Ouais. Par contre, chez Barbara Brennan, il fallait vraiment que tout mon être soit impliqué dans ce parcours, puisqu'il s'agissait de me transformer moi, de me révéler une partie de moi qui allait pouvoir rentrer dans une relation qui n'était pas simplement de soins, mais de guérison, de mettre en place les facteurs de la guérison ou les ferments de la guérison. Mais après, quand on parle de se former à la médecine ayurvédique ou à la médecine chinoise, je n'ai jamais fait de cursus complet, parce que ce n'est pas possible de tout. Mais par contre, plus je crois, plus on est vraiment un peu rigoureux dans sa façon de construire sa pensée et de s'informer, plus quand on ouvre de nouveaux livres, de nouveaux chapitres, on a une compréhension assez précise et claire des choses, parce qu'on a déjà la gymnastique intellectuelle et l'honnêteté intellectuelle. Et c'est là, quand tu disais que quand on allait dans les librairies, dans les bibliothèques de nos universités, parce qu'il n'y avait pas Internet, il n'y avait même pas d'ordinateur portable, eh bien, il y avait une démarche qui était laborieuse, qui était un peu chiante, qui nous coupait de plein d'informations parce que ce n'était pas possible d'avoir accès à tout, et puis il y avait des articles qu'on ne trouvait pas à la bibliothèque, mais cette démarche construisait une façon d'appréhender les choses. Et du coup, quand on s'intéressait à d'autres sujets, on avait déjà une méthode. Oui. Ce que j'ai parfois un peu peur aujourd'hui, c'est, je ne veux pas parler comme un vieux réactionnaire, je vais avoir 60 ans dans 2 mois, peut-être que je suis déjà un peu démodé, mais quand même, c'est qu'on s'intéresse à beaucoup de choses, mais on tire parfois un peu vite des conclusions.
voilà, et on interprète les choses sans vraiment comprendre si vraiment c'est ça qu'elle nous dit, si c'est vraiment ça qu'elle nous propose. Et ça, c'est un peu dommage. Donc, il faudrait qu'avec cette pléthore d'accès à l'information, on ait une méthode qui soit un peu plus exigeante. Tout à fait. Et je pense que c'est quelque chose que je recommande souvent à mes coachés ou mes clients. C'est quand ils veulent aller voir quelqu'un, qu'ils vérifient que la personne ait une bonne base scientifique quand même, d'avoir de l'expérience et je dirais de la remise en question. Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup les gens qui ont plusieurs cordes à leur arc. Ça veut dire qu'ils ont ouvert un tout petit peu leurs moyens d'analyser ou ne pas rester, parce que, comme on dit, hein, un ostéopathe trouvera toujours une vertèbre qui est démise, mais est-ce que c'est le problème de la vertèbre ou c'est autre chose? Et troisièmement, que ça nous convienne, parce qu'effectivement, j'ai mal à la tête, mais c'est peut-être pas la médecine chinoise qui va m'aider, ce sera peut-être autre chose. Parce que si je me cogne la tête tous les jours, bah oui, il suffit de se baisser avant de passer la porte. Donc, effectivement, je pense que avoir une structure, comme tu le dis, pour pouvoir avoir une base est vraiment importante. Effectivement, aujourd'hui, le danger, c'est d'avoir tellement d'informations à disposition qu'on ne va plus dans la base de la Oui, matière, dans dans l'essence des l'essence. choses. Voilà. Tu parlais des documentaires, par exemple, sur l'Égypte ancienne, que j'aime beaucoup regarder aussi parce qu'ils me projettent là-bas et tout ça. Mais en même temps, je vois que parfois, sans s'en rendre compte peut-être, ou alors volontairement, ça appartient à ceux qui le font, il y a chez le réalisateur de ce genre de documentaire une idée préconçue et il va chercher l'information pour construire son idée préconçue. Mais il n'est pas forcément en lien avec l'état des connaissances de la science ou même la réalité, parce que la science elle-même n'est pas forcément en lien avec la réalité, elle n'est encore qu'une interprétation de cette réalité, et quand on parle de l'histoire de l'Égypte ancienne, c'est tellement loin que c'est beaucoup d'interprétations, hein, et on se base beaucoup sur les Grecs, mais les Grecs, ils ont connu les pyramides, elles avaient déjà 2000 ans d'histoire, et ils sont arrivés en 500 avant Jésus-Christ, ils ont vu ces pyramides, mais elles avaient déjà 2000 ans d'âge, donc c'est déjà te dire que nous-mêmes, on ne sait déjà pas si la personne du Christ a réellement, enfin, comment elle a existé ou quelle a été sa vie. Alors, à 2000 ans d'histoire, il y a beaucoup d'informations qui se perdent. C'est ça qui est passionnant aujourd'hui, c'est de pouvoir justement soit lire, soit rencontrer des personnes qui ont cette vue avec de l'histoire, de l'archéologie, de la médecine, de la biologie, et de pouvoir comprendre. Tu parles de documentaires. Un qui m'a marqué récemment, c'est celui de Game Changer, qui explique que au niveau alimentaire et au niveau sportif, c'est le régime végétarien qui est le plus efficace. Et ils prennent en exemple justement les gladiateurs qui auraient été végétariens. Mais si on regarde historiquement, on se rend compte que premièrement, c'était des esclaves, donc on n'allait pas leur donner autre chose que, je dirais, de la nourriture facile. Et deuxièmement, ça leur permettait de prendre du poids, ce qui est fabuleux. On leur donnait une alimentation purement végétarienne avec beaucoup de légumineuses, beaucoup de céréales. Comme ça, ils prenaient un peu de gras. Et donc, dans leur combat, s'ils étaient blessés, ben, le gras protégeait le muscle. Et donc, il durait plus longtemps. Donc, le spectacle durait plus longtemps. Et je trouve ça fabuleux d'analyser ça, non pas se dire, oh ben oui, c'était des hommes forts, ils étaient végétariens, du coup, tout le monde doit être végétarien pour être fort, alors que derrière, il y avait une raison un petit peu plus mesquine, on va dire. Donc, c'est la preuve que tous les domaines de la connaissance peuvent être instrumentalisés, utilisés par l'idéologie. Et regarde même dans cette crise de la Covid, comme on voit que les données scientifiques sont interprétées par les gouvernements au service d'une idéologie et que parfois, même les scientifiques ne comprennent même plus ce qu'on raconte. Mais voilà, toute la connaissance peut totalement être interprétée en fonction des idéologies d'une époque ou d'une autre. Clairement, clairement. Et donc, on continue un petit peu dans ton parcours. Et donc, en 2001, tu écris ton premier livre, Le travail d'une vie, pour une certaine légitimité par rapport justement à ton statut de médecin, comme tu dis dans un interview, qui te donnait la légitimité de soigner, mais intellectuellement, tu voulais avoir une autre… Mais surtout que j'avais, en 99, en 99,
la vie a fait que j'ai eu une consultation, j'ai commencé à rencontrer des gens. Oui. Mais c'est vraiment pas moi qui ai choisi, c'est les gens qui venaient, j'avais même pas le téléphone, mais je pense que ce qui émanait de moi à l'époque était tellement différent de ce qui émanait quelques années auparavant que les gens étaient interpellés et j'avais des amis qui me disaient tu veux pas voir mon père, il est malade ou, Ça. alors moi je voyais les gens mais c'était pas professionnel, je faisais même pas payer. Et puis je parlais avec eux, et puis je les questionnais, et puis je les bousculais, et puis leur vie changeait. Et donc, à un moment donné, c'est devenu professionnel parce que des gens voulaient me payer. Moi, je ne voulais pas. Mais pourtant, je n'avais pas d'argent. Mais voilà, je ne voyais pas ça du tout comme un métier. Et progressivement, j'ai accepté de rentrer dans cette fonction qui me convenait parce que je m'y sentais bien. En plus, elle me donnait une raison d'exister que j'avais perdue. Je n'avais plus mon métier de chirurgien, je n'avais plus directeur de maison de couture parce que j'ai travaillé dans une maison de prêt-à-porter, Giorgio Armani à Paris. Donc voilà, c'était agréable d'avoir ce nouveau statut. Mais quelle était ma légitimité. Et du coup, j'ai décidé d'écrire Le travail d'une vie dans lequel je racontais ces consultations psychologiques et spirituelles pour ne pas tricher, dire voilà comment j'aborde les choses, l'être humain. J'avais quelques modèles que j'avais notamment trouvés auprès de Barbara Brennan, dans l'analyse bioénergétique de Reich, de Lowen, etc. Et puis voilà, ça a donné un premier livre, effectivement. Ça m'a donné une forme à mes propres yeux, de légitimité, parce que j'avais été honnête de simplement montrer les choses. Et justement, jusque-là, tu avais été en dehors de cette période où tu étudiais, mais tu avais été employé dans l'hôpital universitaire, puis pour cette maison à Paris. Oui. Là, tu devenais indépendant. Ah oui, oui. Comment tu l'as vécu, ça, en tant que… C'était la hantise de ma vie, ça. C'est-à-dire que quand je me suis rendu compte, surtout avec le recul, que j'étais resté vivre dans des hôpitaux académiques, universitaires, comme salarié, parce qu'en Belgique, le statut de ces médecins-là était salarié, et quand on était jeune dans la hiérarchie, on était vraiment salarié, parce que les plus âgés faisaient de la médecine privée en parallèle, mais les jeunes pas. Et donc, ça me convenait bien parce que je me sentais protégé. Je me sentais protégé par l'institution, je me sentais protégé de devoir gagner ma vie, puisque j'avais un salaire. Je ne devais pas compter le nombre de patients que j'allais voir. Et je n'étais pas quelqu'un qui rechignait à la tâche. Donc, sans doute que j'aurais pu peut-être gagner beaucoup mieux ma vie en médecine purement privée, comme indépendant. Mais moi, ça me convenait bien de ne pas avoir toutes ces questions-là à m'embarrasser avec. Et je me donnais à fond à mon métier sans trop me poser de questions. Et je me souviens très bien que quand j'ai quitté l'hôpital Erasme où j'étais en fonction pour aller aux cliniques Bordet, qui était le centre de cancérologie de l'université de Bruxelles, en quittant, j'ai dit à un de mes confrères que j'avais soupçonné de boire un peu trop. Je lui avais dit, tu sais, je te sens que tu n'es pas heureux ici, tu devrais partir, toi aussi. Et toi, tu as un charisme tel que tu devrais aller dans une clinique privée. Edith Cavell, pour ne pas la nommer, toi qui as vécu à Bruxelles, tu vois de quoi je parle. Et en fait, il m'a dit non, c'est trop tard pour moi. Il avait 50 ans à l'époque, moi j'en avais 37. Et il m'a dit, c'est trop tard pour moi parce que j'ai mes enfants, j'ai un remboursement d'une maison, je dois gagner ma vie, je ne peux pas me remettre en danger. Et je trouvais ça très dommage. Et je l'ai trouvé d'autant plus dommage que 2 ans plus tard, cet homme était décédé. Et il était tellement mal qu'un jour, ça ne s'est pas bien terminé. Et c'est fou parce que je me suis dit, voilà la logique de l'enfermement dans le mental. On a une croyance qu'on ne s'en sortira pas si on n'est pas dans l'institution, si on n'a pas son salaire, on a peur d'y aller comme indépendant, et lui, il était prisonnier de ça, il se donnait des bonnes raisons parce qu'il devait soi-disant subvenir à ses enfants, à la vie de ses enfants, etc. Et 2 ans plus tard, il n'était plus là pour subvenir à quoi que ce soit. Donc, il faut faire attention à nos croyances limitantes, et ça, en quittant l'hôpital, je me suis rendu compte que je pouvais me débrouiller comme indépendant. Je louais une loge de concierge, je voyais les gens dans ma loge de concierge. C'était pas très luxueux, mais voilà, je me débrouillais et puis progressivement les choses se sont mises en place.
Voilà, ça sont mises en place. Tu es revenu finalement à de l'enseignement, puisqu'entre 2010 et 2013, tu as enseigné à l'université Sigmund Freud à Paris. Et puis, en 2015, tu as créé ta propre école. C'était vraiment quelque chose qui, là, faisait le lien avec ton envie d'enseigner dès le départ. Oui, il y a eu un événement important, parce que pour moi, il y a eu un événement important, c'est quand j'ai quitté l'hôpital, mais il y a eu un événement important, c'est en 2009 quand je suis tombé malade. Mhm. Et en fait, donc j'ai quitté l'hôpital en 98, 98, mais 10 ans plus tard, je suis tombé malade. Je suis tombé paralysé dans un épuisement absolu. J'avais donné 200 conférences dans 10 pays différents en un an. Mhm. Et c'était moi tout seul avec ma petite valise et dans des hôtels parfois pas très confortables parce que les associations qui invitent n'ont pas l'argent, etc. Et donc c'était vraiment une année très éprouvante, 200 conférences en un an. Parce qu'il y avait le Thierry qui aime enseigner. Et à l'école, on m'appelait Thierry J'enseigne. Mon nom, c'est J'enseigne, mais on m'appelait Thierry J'enseigne parce que j'aime transmettre. Et à l'époque, je transmettais l'Égypte ancienne à mes petits condisciples parce qu'avec mon corps un peu chétif, je ne jouais pas vraiment au football avec eux. Alors, j'en avais quelques-uns qui écoutaient tout en Camon, Ramsès II et les autres. Hein, et j'avais mon petit auditoire. C'était une façon d'exister aussi. En fait, très jeune, j'ai existé en écoutant les autres, en prenant soin d'eux ou en transmettant. Très jeune, j'ai fait ça. Parce que je ne me sentais pas à l'aise autrement. Hein. Mais en attendant, ça, je savais faire, transmettre. Donc, je l'ai fait dans des livres. Et j'avais écrit, en 2008, La maladie est un insens. Enquête au-delà des croyances. Parce qu'il y a tous ces systèmes de croyances, tu as mal là, ça veut dire ça. Et je trouvais qu'on s'enfermait de nouveau dans des choses mentales très restrictives. Et je voulais ouvrir cette vision en y apportant des éclairages de ce que la science peut nous dire, de ce que la médecine psychosomatique peut nous éclairer, etc. Et donc j'avais écrit ce livre et puis je voulais que les gens le lisent. Donc j'avais accepté toutes les invitations à en parler, et ce qui m'a amené à 200 conférences en une année autour d'un livre qui disait « La maladie est un insens ». Et c'est moi qui suis tombé malade. Et c'est ça qui t'a fait réfléchir. Là, tu ne pouvais plus que passer à l'action. J'étais coincé parce que je me suis dit, bon, ok, pourquoi es-tu tombé malade? Alors clairement, c'était parce que j'étais épuisé, que j'en avais fait trop, que bon. Donc, je me suis dit, ok, pourquoi es-tu épuisé? Parce que j'ai dit oui à tout le monde, parce que j'ai voulu en faire trop pour exister, pour gagner de l'argent, pour être reconnu, pour qu'on lise mes livres. Ah, cet ego. Bon, il ne faut pas le tuer, mais il faut le dompter. Alors, je me suis dit, si ce n'était pas ton ego qui prenait toute la place là, en tout cas cet ego affairé, agité, si tu laissais diriger l'essence de l'être en toi, qu'est-ce qui se passerait? Ben, clairement, la réponse est venue. D'abord, je partirais en Égypte vivre pendant plusieurs mois, ce que j'ai fait. Je suis parti et j'ai écrit mon livre Confidence d'un homme en quête de cohérence, où je racontais cette réflexion, comment être cohérent entre ce qu'on pense, ce qu'on dit, ce qu'on fait. Mais en même temps, c'est pas parce qu'on est cohérent qu'on est juste, parce que parfois on pense pas juste, alors on dit ce qu'on pense pas juste et on fait pas juste. Mais on est cohérent et ça marche parce que l'énergie est bien alignée. Hein. C'est un outil de vie, la cohérence, ça aligne tout. Alors je suis parti en Égypte, j'ai écrit ça, et puis il y avait une autre idée qui a surgi immédiatement. Je me suis dit, très bien, j'étais à l'hôpital paralysé, et je réfléchissais à ça, et l'idée était là. C'était plutôt que moi tout le temps voyager et faire venir à moi, créer une école. Mais l'école, ça c'était 2009, elle n'a existé qu'en 2015, parce que je ne me sentais pas légitime. Je ne me sentais pas légitime pour créer une école que je savais qui serait d'emblée psychologique et spirituelle. Et je crois qu'il faut vraiment beaucoup d'éthique, beaucoup d'espace intérieur, beaucoup d'amour aussi pour accompagner des gens dans un chemin spirituel. Et donc, je n'étais pas sûr que j'étais capable de ça. Et je crois que je ne l'étais pas au moment où je me posais la question. Je ne le suis peut-être toujours pas aujourd'hui, mais enfin aujourd'hui j'ose. Mais parce que en 2012, quand finalement j'ai publié ces confidences d'un homme en quête de cohérence, j'ai décidé d'ouvrir l'école, mais avant de partir en retraite. Et je suis parti en retraite, ça devait durer 6 mois.
J'avais des économies, j'avais tout programmé pour 6 mois ne pas travailler, écrire. J'avais envie d'écrire parce qu'écrire pour moi c'est une façon de poser la pensée, de les intentions, de digérer, etc. Et d'assimiler les choses. Mais à peine j'ai voulu commencer à écrire, qui était un livre qui allait être très spirituel parce qu'il parlait du silence intérieur que j'avais entendu d'une façon comme ça un peu mystique, mais très forte et très bouleversante. Et en fait, j'essayais d'écrire avec mon mental, avec des concepts, et ça passait pas. Et j'ai vraiment lutté contre moi-même, c'est-à-dire j'ai vraiment senti ce mental qui voulait passer en force avec une volonté absolue et l'âme qui disait non. Et j'ai vécu ce qu'en spiritualité on appelle une nuit noire de l'âme. Ouais. C'était horrible. C'était horrible et ça n'a pas duré 6 mois, ça a duré 2 ans et demi. Et ça a été 2 ans assis sur une chaise. Et pendant 2 ans, je me levais le matin, je me forçais à aller essayer d'écrire et je restais toute la journée et j'avais rien écrit le soir. Et je faisais rien d'autre. Je m'entêtais à le faire et je voyais que je ne pouvais pas m'empêcher, mais il y a une partie de moi qui le voyait. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre, en tout cas avec mes mots et ma façon de le vivre, la différence entre ma personnalité et l'âme, je dirais même l'essence de l'être, la conscience, l'esprit qui voit. Et l'esprit voyait que la personnalité était entêtée. Mais l'âme souffrait parce que pendant ce temps-là, la vie n'était plus là. Il y avait quelque chose qui était bloqué. Et j'ai lâché, mais il a fallu quand même presque 1 an et demi, 2 ans pour que je lâche. Je ne regrette pas. Parce qu'aujourd'hui, je connais le chemin pour lâcher. C'est ça. Mais vraiment, je dis non, arrête, ça ne passe pas comme ça. Essaye de voir les croyances qui t'emmènent là-dedans, vois tes peurs, vois comment cette personnalité occupe tout l'espace et essaye de la dompter pour la mettre au service de plus grand qu'elle, au service de cette vie en nous. Oui, oui, et c'est comme ça que tu as finalement ouvert ton école en 2015 et en 2021, alors que tu avais écrit La posture juste en 2020, tu as changé justement le nom de l'école qui était l'école de la présence thérapeutique vers l'école de la posture juste. Là aussi, il y a eu... Oui, en fait, il y a eu le nom école de la présence thérapeutique, il venait de... tu sais, cette école, elle est née comme ça, en quelques heures. J'ai tout mis sur papier, mis sur un site internet, c'est pas moi qui l'ai fait, mais quelqu'un a bien mis ça sur un site internet. J'ai envoyé une newsletter, parce qu'il y avait à l'époque, je crois, 11 000 abonnés sur ma newsletter, et j'ai reçu 700 demandes pour venir. Wow. Et moi, je pensais faire des classes de 20, et je me disais, c'est pas possible de recevoir 700 personnes, donc j'ai pris 60 personnes sur les 700. Et je me suis laissé guider par ce que je ressentais en lisant la lettre de motivation, etc. C'était peut-être subjectif, mais voilà, je me suis dit, je vais cheminer 3 ans avec ces gens. Eh bien, voilà, je choisis ces 60 personnes. L'année prochaine, il y aura de nouveau une possibilité de s'inscrire, puisque chaque année, on peut entrer dans ce programme de 3 ans. Et en fait, le nom, la présence thérapeutique s'est imposé à ce moment-là, parce que l'idée était vraiment d'adresser l'école aux soignants, de tous bords, de la médecine conventionnelle, infirmiers, médecins, kinés, psy, mais aussi des médecines non conventionnelles, alternatives et ou complémentaires, et jusqu'aux chamans et aux praticiens du Reiki. Et je trouvais ça formidable que ces gens soient réunis, et c'est d'ailleurs magnifique de voir dans toutes ces classes, on a des professeurs de chirurgie et des gens qui s'agitent autour du corps des autres avec des plumes, hein, et tout ça fonctionne très bien ensemble parce qu'ils sont tous compris en fait, qu'ils cherchaient la même chose, c'est d'améliorer la vie des personnes qui s'adressent à eux. Ils avaient des référentiels et des cultures différentes, et en fait, il fallait d'abord qu'ils travaillent sur eux, sur l'outil premier de la relation thérapeutique qui est le thérapeute. Donc, c'est ça qu'ils viennent faire à l'école, et l'école ne leur apprend rien, leur donne juste l'opportunité de découvrir ce qui est au fond d'eux, ce qui est au fond de chaque être humain. Et c'est en ce sens-là qu'elle est spirituelle. Mais cette présence thérapeutique cadrait très bien avec le public de soignants, parce que c'est vrai qu'en
étant présents à eux, ils étaient beaucoup plus présents à l'autre, en ayant compris comment l'énergie fonctionne dans le corps et comment les peurs, les névroses, la personnalité peut dévier cette énergie dans des actions pathétiques, pathologiques parfois, des actions de prise de pouvoir, de manipulation, ou bien d'effondrement et d'avidité, ou de déconnexion où on part dans un monde totalement imaginaire, ou enfin toutes ces névroses que nous pouvons avoir, et qui étaient si bien décrites dans le modèle de Wilhelm Reich, Alexander Lowen, à travers la schizoïdie, l'oralité, le masochisme, la psychopathie, l'oralité et la rigidité. Tout ça pour dire que ça allait bien, ce mot, présence thérapeutique. Et puis, pendant le premier confinement, mes éditrices, qui savaient que je voulais écrire un livre sur ce sujet et que je voulais écrire un livre qui s'appellerait « La posture juste », parce que cette présence thérapeutique, elle n'est là que quand la posture est ajustée. Et cette posture ajustée, je vais y venir dans un instant, moi, ça m'a sauté aux yeux. J'ai fait un parcours dans le Qigong, un peu dans le yoga aussi, mais beaucoup dans le Qigong, et c'était la posture de Wuji, cette posture chinoise qui contient tous les possibles et où rien n'est encore manifesté. C'est avant le mouvement, avant la dualité, c'est cette posture d'unité où tout est là, mais tout est juste. Et donc, j'avais ouvert l'école à des soignants à travers cette présence thérapeutique, mais ce qui amène à la présence thérapeutique, c'est cette posture juste et ou les ajustements de toutes ces névroses qui nous font revenir dans notre axe, bien ancré dans la réalité, bien redressé dans notre autonomie, mais aussi ouvert et centré, pas dans la prise de pouvoir sur l'autre, et fluide, adaptable et joyeux, vivant. Et ce livre, mes éditrices m'ont dit, écoute Thierry, c'est le moment de l'écrire. Les gens sont dans un tel état, tu as du temps, fais-le. Donc, je me suis laissé convaincre, alors que j'avais dit que j'écrirais 1 an ou 2 après, et je ne regrette pas, j'ai écrit le bouquin, il est sorti tout seul, en 1 mois, c'était fait, parce que c'était mon enseignement, donc c'est ça, oui. Je n'ai pas fait beaucoup d'efforts pour le mettre sur le papier. Et puis, il est paru, et au moment où il est paru, je me suis dit, mais dans le fond, maintenant, les gens vont identifier ce qui est proposé à l'école de la présence thérapeutique sous la forme de cette posture juste. Il serait peut-être plus intéressant d'appeler l'école de la posture juste, ce qui permettrait de l'ouvrir à plus de monde, parce qu'on avait des demandes, et du coup, d'avoir d'autres gens qui ont un élan vers l'autre, mais des professeurs, des instituteurs, des travailleurs sociaux, toutes sortes, même des chefs d'entreprise qui pourraient vraiment vouloir avoir une action dans le monde, d'apporter de la guérison dans ce monde à travers leur posture. Bien sûr, parce que c'est ce qui est. Moi, j'ai lu ce livre en quelques jours parce qu'effectivement, on a eu des contacts il n'y a pas longtemps. On a trouvé une date. J'ai pu commander le livre ici au Canada et d'ailleurs, ton éditeur a été extrêmement rapide. Et du coup, j'ai pu le lire et le dévorer. Je trouve qu'il est vraiment remarquable parce que. Ce qui est formidable, c'est qu'il est publié au Canada parce que avant, mes livres, ils étaient publiés en France et puis ils étaient vendus au Canada, mais beaucoup plus cher. Et maintenant, il y a un éditeur, Guy Saint-Jean, les éditions Saint-Jean, qui publie mes livres au Canada, mais une édition canadienne, ce qui le rend plus abordable, parce que je trouvais ça incroyable de voir le prix des livres français au Canada. Tout à fait. Justement, dans la mission de ce podcast qui est d'inspirer les entrepreneurs et les coachs et les indépendants à remettre leur santé au cœur même de leur business plan, avoir justement les outils que tu partages dans ton ouvrage, même si on n'a pas l'occasion toutes et tous, parce que j'imagine que depuis lors, tu as énormément de demandes pour l'école, mais l'ouvrage est déjà une introduction extrêmement pratique. J'imagine que pour gérer, parce que je ne gère pas encore de personnes, mais le chef d'entreprise qui a des gens à gérer, en travaillant sur sa posture, il pourra justement éviter de nombreux conflits. Parce que dans une entreprise, les conflits viennent finalement des êtres humains, rarement des compétences. Quand il y a un manque de compétences, ben voilà, il n'y a pas de conflit, il y a juste, on doit se séparer d'une personne, ça se fait bien.
mais généralement, c'est quand même à cause de tous ces masques dont tu parles, effectivement, dans la posture juste, de pouvoir les gérer déjà de s'en rendre compte. Et j'ai trouvé ça remarquable parce que je disais justement à mon épouse, ah, il faudra que tu lises parce que j'ai remarqué ça, j'ai remarqué ça, j'ai remarqué ça. Et elle me dit, ah, ben justement, ça tombe à point parce que je trouvais que ma posture changeait depuis quelques mois et j'avais l'impression de ne pas être au monde comme je voudrais être, mais c'était une perception. Et là, dans ton ouvrage, qui est d'ailleurs ici, hein, la posture juste, il est j'aime beaucoup lire. Je continue depuis que je suis sorti de l'université, ça a été une petite maladie très sympa, sauf quand Je tu vois, dois il y a déménager. des livres là derrière. Voilà, sauf quand tu dois déménager d'un continent à l'autre, ça fait quelques caisses. Mais celui-ci, je m'en suis vraiment nourri. Et c'est vraiment dans la description que je vais faire de notre podcast un élément pour que les gens aillent plus loin, justement, c'est de vraiment lire cet ouvrage parce qu'il y a beaucoup de, comme on dit, de aha moment, hein, ah, mais oui. Et surtout que tu nuances les choses en disant c'est un processus dynamique. Il y a certains moments où on va voir ce masque X, d'autres ce masque Y. À partir du moment où on s'en rend compte, alors ce que j'ai encore plus aimé, c'est qu'il y a un potentiel vraiment très lumineux derrière. Je ne les ai pas retenus par cœur parce qu'il faut que je lise plusieurs fois un livre pour bien emmagasiner les choses, mais tu as derrière chaque profil névrotique un trésor que tu peux. Et c'est pour ça que je dis que finalement, tu étais l'archéologue du corps humain depuis le début, parce que tu nous permets de découvrir des trésors qui sont simplement derrière un masque. Et si on parle de Toutankhamon, finalement, c'est le masque dont on se souvient de Toutankhamon, ce n'est pas ce qu'il y avait à l'intérieur. Alors, effectivement, tout ce qu'il y a dans ce livre, en tout cas, il y a une première partie, on parle un peu plus de la contemplation, de la méditation, parce que pour regarder tout ça, il faut un espace à l'intérieur de soi. Et donc, je propose une façon de développer cet espace intérieur pour regarder cet espace de conscience qui regarde sans juger, qui est dans l'accueil, dans l'amour, en fait. Et du coup, dans l'humour aussi, parce que quand on regarde les choses avec amour, il y a beaucoup d'humour. Ouais. Mais après, il y a toute cette partie psychocorporelle qui, évidemment, rend les choses très tangibles, puisqu'effectivement, la manière dont notre corps est impacté par les mouvements énergétiques qui l'habitent, eh bien, tout de suite, on va le sentir. On va bien voir quand on s'effondre, ou quand on pousse vers l'avant, ou quand on se ferme, ou quand on s'évade, on n'est plus là, ou quand on se raidit. On va bien sentir tous ces mouvements. Et surtout, alors, on a la capacité de décoder à quoi ça correspond en termes de peur et d'habitude que nous avons mis en place pour nous protéger de ce qui nous faisait peur. Et l'absurde, c'est que ces habitudes recréent ce qui nous faisait peur. Ça s'appelle la névrose. Mais tout ça, on le doit, vraiment, il faut dire ça, on le doit à Wilhelm Reich, qui était un élève de Freud, mais qui était désolé de voir que Freud avait évacué le corps de l'analyse. C'était une analyse très intellectuelle, on parlait du corps, mais on ne le vivait pas forcément. Et d'ailleurs, si Freud avait vécu le corps, peut-être qu'il aurait compris pourquoi il avait ce cancer terrible de la mâchoire, mais en même temps, ou il aurait peut-être compris aussi pourquoi il avait mal à l'estomac et vomissait chaque fois qu'il revenait de chez sa mère, quand on connaît l'histoire de son petit frère qui était mort d'un cancer de l'estomac, qui était le préféré de sa maman. Donc, il y a là plein de choses qui auraient pu être comprises par Freud, mais dans l'analyse intellectuelle, c'est pas possible. Il faut le vivre dans le corps pour le comprendre. Et Reich a vraiment essayé d'apporter ça. Et puis, à sa suite, Alexander Lowen et John Pierrakos, tous les deux ont beaucoup travaillé et ont créé ce qu'on a appelé la psychanalyse bioénergétique. Mais en attendant, on m'a souvent dit dans ce livre, oh, mais ça ressemble à ce que Lise Bourbeau, qui est une autrice canadienne, a écrit dans 5 blessures. 5 blessures, oui. Oui, mais en fait, Lise Bourbeau a tout pris chez Reich et l'a même un peu déformé, parfois même en le dénaturant un peu, parce que je pense que Reich avait été tellement profondément dans la compréhension de tout cela que c'est dommage d'avoir, sous prétexte de vulgarisation, on est passé à côté de certaines choses qui sont des ressorts extraordinaires.
je ne prétends pas que j'ai parfaitement réussi à restituer cela, mais j'ai essayé d'y faire attention. Hein. Et alors, bon, bah, chacun a son talent. Moi, j'ai une structure qui vient de la formation médicale, etc. Et donc, je pense que ça peut donner des vrais repères, bien sûr. Tout à fait. Des repères pour faire un chemin de conscience. Exactement. Et justement, ma question suivante, c'est de savoir comment toi, en tant que thérapeute, en tant que chef d'entreprise, avec, j'imagine, il y a l'école à gérer, mais il y a encore des conférences, il y aura probablement encore des livres, hein, puisque tout ça, tu le dis, ça fait partie d'un chemin et on progresse. Et tu le dis également dans le livre, il y a des moments où il y a telle masse qui revient, tu le ressens plus vite, fatalement. C'est comme un athlète qui s'est entraîné, donc il y a des réflexes qui reviennent. Comment toi, au quotidien, au-delà de la posture juste, qui est un travail psychocorporel avec la méditation, l'ouverture du cœur et un travail de mobilisation, parce que tu pratiques le Qigong, le Tai Chi, comment toi, au quotidien, tu arrives à maintenir ce niveau de créativité, d'engagement, parce que comme tout être humain, il y a des jours où c'est un peu plus difficile. Et est-ce que tu te mets la pression par rapport à justement le rôle d'enseignant? Mais tu vois, le petit parcours qu'on a évoqué, enfin, ce n'est pas un petit parcours, le parcours qu'on a évoqué, il m'a quand même appris des choses. Alors, je ne les applique pas toujours, mais quand même, je pense qu'il faut les appliquer parce que sans ça, on a des mauvaises surprises. Donc, quand je dis qu'en 2009, je suis tombé paralysé parce que j'étais épuisé, ça m'a rendu très sensible. Et aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle. C'est comme les gens qui ont des burn-out. Et après, on ne leur fait plus faire ce qu'ils avaient l'habitude de s'imposer préalablement parce qu'ils sont devenus sensibles. Et du coup, effectivement, pour moi, très vite, je sens quand c'est tendu émotionnellement, je deviens agacé, irritable, et puis c'est tendu physiquement. Tout de suite, je dis non, stop. Tu n'as aucune excuse, tu dois faire tomber cette tension, cette pression, tu dois trouver les moyens et voir tes systèmes de croyances qui t'en empêcheraient éventuellement en te poussant encore plus loin dans la logique de performance ou de sacrifice ou que sais-je, ou d'agitation en tout cas. Donc ça, j'ai le sentiment d'un peu mieux maîtriser aujourd'hui dans ma vie et de ne plus aller si loin, de mieux me respecter aussi, mais non pas d'une manière narcissique et égocentrée, mais juste un peu de bon sens qu'il faut faire attention. Et aussi en prenant de l'âge, la machine est moins compliante et c'est très bien parce qu'elle avertit peut-être un peu plus vite qu'il y a des limites à ne pas dépasser. Donc ça, c'était une première chose. Après, je me rends compte que pour moi, c'est un défi d'avoir cette posture de chef d'entreprise dont tu parles, parce que ce n'était pas du tout mon histoire. D'abord, j'étais salarié à l'hôpital, je ne devais pas m'associer de tout ça, je n'avais qu'à pratiquer mon métier qui était de soigner, d'opérer les gens. Et ensuite, lorsque j'étais dans une relation de thérapeute avec les gens qui venaient me voir, voilà, c'était un colloque singulier, j'avais juste à remplir mes déclarations d'impôts, mais ce n'était pas trop lourd. En créant une école, c'est vrai que ça devient plus lourd parce qu'il faut gérer, on a plus de 300 élèves en permanence, c'est des choses. Et en plus, on essaye de créer pour nos élèves de bonnes conditions, c'est-à-dire qu'on leur a trouvé des logements à 12 € la nuit, dans un environnement magnifique qui est un parc d'un ancien monastère, mais tout ça, il faut gérer, il faut s'occuper de la réservation. Enfin, c'est toutes des choses qui, moi, me ramènent à beaucoup d'ancrage. Ouais. C'est pas négatif parce que je suis quelqu'un qui pouvait partir dans des grandes inspirations, mais perdre peut-être alors un contact avec la réalité matérielle des choses qui est celle avec laquelle on ne triche jamais, parce que là, on peut se raconter beaucoup d'histoires. Hein, si elle est cassée, elle est cassée. Et donc, voilà, pour moi, c'est aussi une épreuve initiatique d'occuper ce poste-là. Mais je vois encore qu'il y a dans ma personnalité des peurs, des blocages qui empêchent peut-être même l'école d'avoir plus d'épanouissement. C'est ça. Et j'y travaille, c'est un chemin, j'y travaille. Et quand je vois du coup, je me suis intéressé évidemment à d'autres projets
avec une visée de transmission d'enseignements psychologiques, spirituels. Et j'ai vu que beaucoup de ces projets se sont perdus dans des problèmes d'organisation, dans des débordements égotiques, névrotiques des organisateurs. Et donc, je vois les pièges, peut-être qu'il y en a que je ne vois pas et dans lesquels je tomberai, mais c'est un chemin. Ouais. On peut faire qu'un pas après l'autre. Et du coup, est-ce que tes journées, tu as des routines justement pour rester dans ton énergie, dans ta posture, ou est-ce que c'est vraiment selon l'atmosphère et tu réagis par… Ah, alors, tu vois, j'ai inventé, ou en tout cas mis en place une vie, oui, qui me convient, bien que parfois je me pose des questions, mais et qui me permet de ne pas m'épuiser. C'est ça. Parce que au jour, comme l'école est dessinée aujourd'hui, j'enseigne un mois, et puis j'ai un mois sans rien. Et puis j'enseigne un mois, et puis j'ai un mois sans rien, parce que les élèves viennent à peu près tous les 2 mois. Mais ils viennent 2 à 3 jours, mais comme j'ai toutes les classes et que j'enseigne dans toutes les classes en full time, de 8h30 du matin à 18h, ben, ça me fait un mois d'enseignement full time. Mais après, j'ai un mois où j'ai rien. Et je dirais que dans les deux, j'ai un rituel ou un programme qui pour l'instant me convient. Quand je suis à l'école, ben, voilà, je me lève le matin à 7h, je prends un petit déjeuner, parfois un peu trop rapidement parce que je me réveille un peu plus tard, et puis je vais à l'école, et là, j'ai une hygiène de vie parfaite puisque je suis détendu, le cœur ouvert, je médite avec les élèves, nous faisons des exercices qui sont très nourris de yoga, de qigong, que je suis dans une présence à moi, à eux. Donc voilà, je passe des très bonnes journées qui, à mon avis, sont très saines. Au niveau de l'alimentation, c'est peut-être pas top parce que l'endroit où je donne cours, c'est un ancien monastère qui est géré maintenant de façon laïque, mais la nourriture, c'est quand même une nourriture un petit peu de cantine, et j'ai beau avoir choisi l'option végétarienne, c'est pas top. Donc voilà, mais on est obligé d'y manger, sans ça on peut pas louer les salles, donc voilà, je m'en accommode. Mais en dehors de cet aspect alimentaire, je pense que j'ai une vie assez saine quand je suis à l'école. Après, quand je n'y suis pas, eh bien, je dois quand même, mais je n'ai pas trop dur à faire ça parce que j'ai assez bien de rigidité qui peut être aussi de la rigueur, ça c'est le beau côté de la rigidité, j'ai assez bien de rigueur dans mon existence et du coup je me rends compte qu'il y a des choses qui me conviennent et d'autres qui ne me conviennent pas. Donc j'essaye quand même de faire celles qui me conviennent. Et quand je n'ai pas école, ben, je me réveille quand même pas trop tard, parce que si je passe toute ma journée au lit, parfois j'ai besoin d'une vraie journée au lit, hein, avec un bouquin, je me l'offre, hein. Mais si je rentre là-dedans, tôt ou tard, ça ne va pas aller. J'ai besoin d'une structure, de rythme. Et alors, ben, j'essaie de ne pas laisser traîner ce que j'ai tendance à laisser traîner, parce que l'administratif et des choses comme ça, même si j'ai quelqu'un qui m'aide à ce niveau-là, qui est employé dans l'école, mais malgré tout, je dois m'impliquer dans certaines choses. Et c'est très ennuyeux, j'aime pas ça du tout, mais j'essaye, en cadeau pour moi et pour mon équilibre, d'évacuer ces tâches, d'y répondre et régulièrement, même dans mes temps libres, de consacrer du temps à ça. Ensuite, ben, de quand même avoir une vie relationnelle, c'est fondamental d'avoir une vie relationnelle, même si on a été très isolé avec ces confinements, ces interdictions, c'est de rester en lien, de parler à ses amis, d'échanger. Pour moi, c'est indispensable. M'alimenter un peu mieux que quand je suis à l'école. Mais l'alimentation, pour moi, reste quelque chose de confrontant parce que je me rends compte que le sucre y occupe encore de la place et que ça ne me convient pas. Ça ne me convient pas. Mais il y a une espèce de profond conditionnement qui fait que je vais parfois à la facilité de manger du sucre, de manger des aliments sucrés. Et je ne devrais pas. Mais en même temps, voilà. Je crois que tu savais ça. Moi, j'avais bien connu David Servan-Schreiber. Tout à fait, oui.
Et David, à l'époque, il avait eu beaucoup de succès avec un livre qui s'appelait Guérir, et puis il avait écrit Anti-cancer. Et un jour, je lui avais dit, je dis, tu vois, il faut faire attention quand même à une chose, c'est que bien sûr, il y a des aliments qui sont meilleurs que d'autres, et il y a des habitudes qui sont plus néfastes que d'autres, mais il y a aussi la manière dont on aborde tout ça. Oui, tout à Et fait. si on en fait un stress, si on en fait, donc je suis très indulgent avec moi, et j'essaie de garder un équilibre sans rentrer dans quelque chose de trop contraignant ou Rigide, oui, et tout à fait. rigide, donc que tôt ou tard, il y aura le retour de manivelle, et puis il y a un stress tel que ça en devient contre-productif, tu vois. Tout à fait, c'est de Donc voilà, pouvoir. il faut être gentil avec moi pour ces choses-là. Oui, c'est ça, et c'est un processus, effectivement, on travaille sur différentes. Moi, je vois toujours la santé comme un grand puzzle, et puis chaque pièce de puzzle, ben, on essaie de l'améliorer, de la changer un petit peu. L'alimentation, c'est vrai qu'aujourd'hui, elle est un élément central parce qu'on peut manger très facilement, on le disait, avec les bibliothèques tout à l'heure, mais au niveau alimentaire, c'est même pire parce que on voit à manger tout le temps. Moi, je pense que ma grand-mère, elle ne devait pas voir autant d'aliments sur sa journée que ce que nous, on peut voir sur une journée. Donc, Ah, tout ça, voilà, tout ça agit sur le cerveau. Je pense qu'effectivement, notre connexion à la technologie ben, entraîne effectivement toute une réponse hormonale et des neurotransmetteurs qui fait que ben, pour tenir le coup, on sera attiré par un peu plus de sucre. Donc tout ça sont des mécanismes qu'effectivement, ben, chaque chose en son temps et surtout avec un rythme que tu as défini et que tu as effectivement… oui, et une forme d'équilibre, apprendre à s'écouter, à se connaître et avoir une forme d'équilibre à la fois émotionnel, je le disais, relationnel, mais aussi physique, physiologique. Et donc, il y a des jours où je dis, bah oui, aujourd'hui j'ai vraiment besoin de ça, je le fais, et puis d'autres jours pas. Et il y a des oui, jours où je jeûne, où je ne mange pas. Je c'est n'ai pas ça. envie de manger aujourd'hui, je ne mange pas, je m'écoute. Et finalement, bon, j'ai 60 ans, je touche du bois, hein, mais j'ai pas de problème de santé majeur, en tout cas pas connu. Et bon, j'ai un poids correct. Voilà, ça va. Oui, tout à fait. C'est pour ça, c'est intéressant l'idée de puzzle parce que c'est clair que si on ne fait que méditer toute la journée seul dans un endroit magique, ben on va perdre la relation avec l'autre, on va perdre son incarnation, etc. Donc, il faut pouvoir trouver un équilibre entre tout ça. Et l'envie de sucre ben, peut venir de différentes choses, que ce soit la fatigue, que ce soit effectivement émotionnel ou que ce soit un besoin d'un autre nutriment qui est caché par ce manque d'énergie. Tout ça, ben voilà, on le travaille progressivement et chaque chose vient en son temps et puis ça peut compenser, comme tu dis, un mois à l'école, effectivement au niveau alimentaire, c'est pas extraordinaire, mais tu as tout le reste à côté qui est effectivement, comme tu le décris, limite paradisiaque, quoi, parce que tu es dans des bâtiments qui doivent avoir une certaine vibration, si c'est un Ah ancien oui. monastère. Si c'est avec un cadre de nature autour, ben, toutes les pauses peuvent être vraiment dans un… Parce qu'ils avaient quand même pas choisi n'importe où. Hein. L'endroit où ils construisaient les monastères, c'était quand même des endroits chargés énergétiquement. Donc, ça Il y a peut des arbres compenser. magnifiques, là. Il y a des arbres centenaires. Et parfois, on enseigne au pied de l'arbre, d'ailleurs, quand Voilà, il fait beau. Ah oui, oui. tout à fait. Et donc, du coup, pour terminer, Thierry, cette interview qui est déjà très inspirant et très nourrissant, en tout cas, un tout grand merci à nouveau. Est-ce que tu pourrais partager avec nous un conseil pour justement ces entrepreneurs qui, depuis 2 ans, sont peut-être stressés davantage, anxieux par rapport à l'avenir. J'entends beaucoup chez les jeunes, chez les ados. Il y a énormément, ici on l'entend, hein, au Canada, il y a plus de problèmes de santé mentale chez les adolescents, les jeunes adultes, que de santé liée à la COVID. Qu'est-ce que tu aurais comme outil, comme conseil à donner pour ces entrepreneurs qui ont l'impression que finalement, il n'y a pas de solution parce qu'il n'y a rien de pire pour le cerveau de se dire, là, je suis coincé. Oui, oui, il y a vraiment quelque chose de très anxiogène parce que, tu l'as dit, c'est le mot coincé, c'est le stress. Mm. Hein, c'est comme les rats que l'on met dans une cage et qu'on martyrise avec de l'électricité. Il faut qu'ils puissent réagir pour ne pas vivre un stress trop grand. Alors, s'il y a un bâton pour mordre dans le bâton, ça va, mais si on leur retire le bâton, à un moment donné, ces rats vont se tapir dans un coin de la cage et plus bouger. Mm-hmm. Et à ce moment-là, les gens qui avaient fait des études là-dessus, ils avaient bien montré que les défenses immunitaires de ces rats chutaient d'une façon dramatique et ils étaient en véritable dépression
psychologique, mais physique aussi. Et d'ailleurs, quand on greffait des cellules cancéreuses sous leur peau, on voyait ces cancers se développer à très grande vitesse parce qu'il n'y avait aucun système immunitaire pour lutter contre. Et donc, ce qui avait étonné les chercheurs à l'époque, c'est que quand on continuait à martyriser ces animaux qui étaient amorphes, là, tapis dans le coin de la cage, et qu'on ouvrait les portes de la cage, ces animaux ne sortaient même pas de la cage. Ils s'étaient habitués, ils s'étaient résignés. Et donc, on en est arrivé à comprendre que cette dépression psychologique et physique, elle n'était pas due qu'à un sentiment d'impuissance, hein, parce qu'on ne peut plus sortir de la cage, on ne peut même plus mordre sur un bâton. C'est plus grave qu'un sentiment d'impuissance, c'est un sentiment de résignation. Ouais. Et donc, je pense que quand on est confronté à ce que nous vivons, parce qu'il y a bien sûr la gestion de cette crise de la Covid qui est la même un peu partout dans le monde, mais un peu caricaturale apparemment au Canada et en Europe. Et quand on voit cette façon de gérer, de nous mentir, de donner des informations qui ne tiennent pas toujours la route, d'être comme ça très arbitraire dans la façon d'imposer des règles de vie. Enfin, tout ça est absolument délétère pour la santé publique et pour la santé mentale en particulier. Et on peut se sentir très impuissant par rapport à ça, mais en même temps, il n'y a pas que cette crise, cette gestion de la crise de la Covid, il y a le bouleversement climatique dont on nous annonce évidemment des catastrophes, il y a le monde financier dont on sent bien que ça part en couille, excusez-moi l'expression, mais ça part en vrille et on se demande bien comment ça va finir. Donc, tout ça n'est absolument pas rassurant. Et dans un tel stress, parce que je pense que nous sommes beaucoup plus stressés que nous en sommes conscients, hein, et là aussi, en termes de fragilité par rapport aux infections, ça pose une question, parce que on a beaucoup parlé de vaccins, mais on n'a pas beaucoup parlé de prévention en favorisant un meilleur terrain de l'alimentation, par des suppléments éventuellement vitaminiques et autres, mais aussi par un bon mental, parce que ça nous affaiblit énormément. Et donc, tout ça n'a pas été pris en compte, tout ça n'est pas, mesuré, même pas étudié. On le fera peut-être dans quelques années, pour l'instant ce n'est pas le cas. Et ça révèle aussi l'état de notre civilisation et la déconnexion de ce monde de profit et de pouvoir, déconnexion d'une réalité beaucoup plus subtile qui mériterait qu'on s'en occupe. Mais en attendant, au quotidien, comment faire ? Parce que les informations continuent à arriver, le taux d'anxiété continue et on n'en voit surtout pas la fin. On se demande quand ça va arrêter. Et même si on nous lève certaines mesures, etc., on se demande quand vont-ils nous en remettre d'autres. Oui, parce qu'on a été habitué à ça. Ça fait 2 ans qu'on commence à s'habituer avec des nouveaux variants et toutes sortes de prétendues raisons de nous réenfermer. Et donc, face à tout ça, moi je pense qu'il faut vraiment redévelopper une vie intérieure. C'est-à-dire, ce n'est pas un espace de fuite et de refuge, mais c'est quand même un espace où on va pouvoir reprendre conscience déjà de tout ce qu'on vient de décrire, de cette tension, de ce stress, en prendre soin, c'est-à-dire essayer dans sa vie de tous les jours, avoir cette écologie, tant au niveau de son alimentation, mais au niveau de ses occupations, de son relationnel avec les autres, de ses petits projets, et pas en avoir des trop grands, mais quand même des petits projets à la petite semaine, mais quand même pour continuer à avancer, parce que j'ai l'impression qu'on est d'abord dans une dynamique de résistance pour l'instant, en attendant que la saison change. Elle changera tôt ou tard. Mais bon, nous n'avons pas connu, moi je suis né 15 ans après la guerre, ou 17 ans après la guerre, mais mes parents qui l'ont connu, ma mère qui est encore en vie qui m'en parle, ça a duré 4-5 ans. Et c'était une résistance, il fallait traverser ça et le degré d'anxiété n'était certainement pas nul non plus. Donc, c'est d'avoir cette capacité de rester vivant à travers ces petites choses malgré l'ambiance. Et puis, comment dire,
j'ai pas envie de dire méditer parce que c'est devenu un tellement grand Mm. bateau de dire aux gens méditer, méditer, mais faites un espace ou faisons un espace pour avoir de l'espace pour accueillir tout ça, un espace paisible qui reste paisible malgré tout ça. Et ça s'éduque. Parce que notre cerveau, Oui. il est conditionné à répondre au stress, mais on peut aussi le déconditionner à se stresser inutilement pour des choses que nous ne pouvons de toute façon pas décider ou Ou contrôler. influencer, ou c'est ça. Exactement. Hein. Et ça, c'est vrai que la pratique méditative aide, et c'est la raison pour laquelle, quand il y a eu le premier confinement, moi, tout de suite, j'ai dit, qu'est-ce que je peux faire? Je suis coincé chez moi, je ne peux plus voir personne, je vivais seul à ce moment-là, donc je vais faire des méditations sur Internet tous les soirs. Et donc, sur le Facebook, pendant 45 soirs d'affilée, j'ai fait une méditation de plonger dans le silence intérieur. Je la reprends d'ailleurs dans le livre La posture juste. Oui. Je l'avais présenté dans le livre Écoutez, le silence à l'intérieur, qui était aussi paru chez Guy Saint-Jean il y a 2-3 ans. Et cette méditation est un moyen vraiment simple, vécu dans le corps, parce que c'est le corps qui va se détendre, on va respirer profondément, on va libérer la poitrine, on va ouvrir le cœur, mais pas que avec sa tête et des gentilles pensées, on va l'ouvrir dans une profonde détente, et ça va changer quelque chose. Ça va permettre d'avoir cet espace où on peut accueillir ce chaos sans devenir chaotique soi-même. Oui, et c'est vraiment important parce que justement avant cette interview, j'ai refait la méditation que tu as proposée le 13 février. Donc on parlera justement de la prochaine au mois de mars parce que ça, nos auditeurs peuvent s'y joindre. Et ce qui est important à dire, c'est que la première fois, si la personne ressent de la résistance, c'est normal. Je veux dire, il faudra qu'elle se dise, c'est comme un marathon, je dis toujours, on ne court pas un marathon du jour au lendemain. Alors pourquoi la méditation, le fait de plonger dans son espace intérieur qui était malmené depuis 2 ans, se ferait du jour au lendemain? Et donc, voilà, c'est se laisser l'occasion de se dire, OK, la première fois, si ça ne marche pas, mais je referai la même chose demain. Il ne faut pas sous-estimer la manière dont notre cerveau fonctionne parce que dans le cerveau, nous avons des petites structures qui ont la forme d'une amande et qu'on appelle les amygdales, parce que justement en latin, l'amande, c'est amygdalia. Et ces amygdales, elles génèrent des émotions d'alerte, de la peur, de l'anxiété, de la colère. Et en fait, généralement, elles génèrent ces émotions d'alerte dans des situations qui sont alertantes, qui sont potentiellement dangereuses. Sauf que nous avons tellement vécu dans le stress, la tension, les rythmes effrénés, la performance, etc., que l'amygdale s'y est habituée. Et elle ne génère plus d'anxiété, de peur dans ces situations qui devraient pourtant nous faire peur parce qu'elles nous mettent en danger, elles nous épuisent. Et du coup, c'est qu'au moment où on va s'arrêter, on va se poser, se déposer, reconnecter avec cette présence, que l'amygdale enregistre ça comme quelque chose d'anormal et elle génère alors une angoisse, une agitation, voire une peur. Et du coup, on a envie d'abandonner la pratique en disant, mais c'est justement à ce moment-là qu'il faut se dire, non, 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 je vais rééduquer mon amygdale à apprécier les moments de détente profonde et à repérer les moments qui ne sont plus détendus comme potentiellement dangereux et alors avoir peur de mes folies d'agitation. Tout à fait. C'est une rééducation, mais qui va très vite. En quelques semaines, on a rééduqué ça. Et ce qui est magique, c'est que ça agit effectivement sur la manière dont on va aborder le monde, mais au niveau physiologique, on sait aujourd'hui que ça va venir stimuler ce nerf vague qui est un véritable guérisseur. Donc, c'est comme si, avec la pratique, on libère le mental, mais on régénère le corps aussi, ce qui est... Ah oui, et c'est pour ça, dans toutes ces pratiques essentiellement orientales, puisque l'Occident a quand même beaucoup évacué le corps de son approche, mais il le récupère via les pratiques orientales, yoga, qigong et tout ça, mais en même temps, dans toutes ces pratiques, la respiration est centrale. Et c'est quand même la fonction du corps qui peut à la fois être volontaire et automatique. Heureusement, il ne faut pas y penser, on respire, mais on peut aussi agir sur sa respiration. Et dans l'approche
que je propose, c'est de méditer avec son corps, c'est-à-dire vraiment de non seulement être attentif à sa respiration, mais travailler cette respiration, ouvrir cette poitrine, ouvrir ce cœur. Et comme tu le disais, le nerf vague qui vient du crâne, mais qui longe l'œsophage et puis qui va passer dans la cavité abdominale en traversant le diaphragme, ce nerf vague, il est porteur d'informations de détente. Des informations parasympathiques. Ben, c'est pas à toi que je racontais ça, mais et du coup, fatalement, quand le diaphragme est très mobilisé par cette respiration volontairement ample et profonde, eh bien, le nerf vague va être très stimulé par les mouvements du diaphragme. Et du coup, il va apporter des influx de détente qui vont pouvoir contrebalancer les influx de tension, les influx sympathiques, et pas parasympathiques, mais sympathiques, qui eux sont là plus qu'il ne faut dans nos cultures, on est tellement tendu. Et donc voilà pourquoi respirer est un acte qui va agir profondément à la fois sur le corps, mais aussi sur la vie émotionnelle et la vie intellectuelle, parce qu'on a montré qu'il y a un rééquilibrage au niveau des émotions désagréables et agréables, et un rééquilibrage au niveau des pensées positives et négatives. Donc le respirer est un acte qui va changer à la fois les pensées, les émotions et le ressenti corporel. Exactement. Et comme tu dis, c'est automatique, mais en même temps, quand on veut reprendre un peu le contrôle de cette respiration pour agir sur tous les bénéfices, ça demande de l'entraînement. Il ne faut vraiment pas se décourager, il faut le refaire, il faut le refaire, il faut le refaire. Et justement, tu as proposé donc le 13 février une méditation qui reprend justement pas mal de concepts de la posture juste. Tu le fais tous les mois et on peut retourner sur ton profil Facebook pour justement refaire certaines méditations et avoir les 4 étapes de ta méditation. En fait, toutes les méditations que j'ai faites pendant le premier confinement, les 45, elles sont toujours sur la page Facebook publique Thierry Janssen, et pas Janssen Thierry, Thierry Janssen. Et il y a un petit V à côté, c'est une page certifiée, c'est plus facile pour la repérer. Mais après, on les a aussi mis sur le YouTube. C'est ça. Et sur YouTube, toutes ces méditations sont toujours là. Et donc, c'est chaque fois à peu près 1 heure que je passais avec les gens en direct. Et ça commençait toujours par des exercices physiques. Parce que dans les grandes traditions, le yoga, le qigong, ça prépare à la méditation assise. Donc, on travaillait étage par étage. On peut appeler ça des chakras, peu importe la nomenclature qu'on va y mettre. Mais on libère, on relaisse circuler l'énergie étage par étage. Bon, je faisais ces exercices d'une manière un peu succincte, parce qu'on était dans un contexte sur Facebook, etc. Mais quand même, je pense que ça prépare bien, et puis ça prépare déjà à apprivoiser cette détente, et ensuite on se met en position assise, et on fait cette très simple plongée dans le silence intérieur en 4 étapes. Je me pose, je me dépose, je me repose. Ça, c'est vraiment comme de la mindfulness, on va avoir l'attention qui s'autorégule sur la respiration. Et donc, le mind va commencer à s'apaiser, le mental va s'apaiser. Et puis, on va ouvrir cette poitrine, ouvrir le cœur. Ça va amplifier encore cet apaisement, cette détente. Et puis, on va pouvoir profiter de porter l'attention non plus sur tout ce bruit intérieur ou sur les bruits extérieurs, mais sur ce qu'il y a au-delà du bruit et qui est tout au fond de nous, qui est toujours en nous, cet espace dans lequel tous les bruits apparaissent et disparaissent, qui est un espace de silence. Et alors, en écoutant ce silence, il prend de plus en plus de place, et en pratiquant un petit peu, les gens disent que ça change vraiment quelque chose pour eux. Et j'en suis très heureux. Donc, alors, effectivement, après le premier confinement, j'ai proposé ça 1 fois par semaine, et puis après 3-4 mois, il fallait qu'on apprenne à se quitter, chacun dans son autonomie. Je pensais qu'il y avait assez d'enseignements déjà avec tous les autres, et après, j'ai maintenu un rendez-vous mensuel. Généralement, c'est le premier ou le deuxième, ça dépend un peu aussi parfois l'emploi du temps, mais je l'annonce toujours via la story sur le Facebook et même l'Instagram. Je l'annonce, mais c'est souvent le premier ou le deuxième dimanche du mois. Mais elle reste sur le site, donc on peut la voir en différé, surtout quand il y a un décalage horaire, parce que c'est 19h l'heure de Bruxelles ou de Paris, mais pour le Québec, il y a 6 heures de décalage. Oui, mais le dimanche, c'est un très bon moment pour se poser et pouvoir
justement prendre ce temps pour soi. En tout cas, un tout grand merci d'avoir donné du temps pour nous, Thierry, et de partager à la fois ton expérience professionnelle, ton expérience personnelle, et puis effectivement ces 45 jours, parce que je pense que là, c'est une belle invitation pour ceux et celles qui voudraient aller un peu plus loin. Donc, il y a ton Instagram, il y a ton Facebook, je mettrai tout ça dans le descriptif de la vidéo, et il y Et a sur ton le site. YouTube. Et sur la chaîne, il y a la chaîne YouTube de l'école de la posture juste. Il y a toutes les méditations, Voilà. les 45. On peut même les refaire. On se dit, je fais un programme de 45 C'est jours. ça. Bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est, je pense, une belle invitation pour ceux qui veulent se lancer justement dans un réel travail pour reprendre finalement un peu le contrôle, même si c'est difficile de parler de contrôle aujourd'hui, mais le contrôle de sa santé, parce qu'on ne sait pas contrôler l'environnement, mais cet espace intérieur, il est à nous et il le sera toujours, et c'est à nous à justement en prendre soin. Même sans parler de contrôle, on peut dire reprendre soin de sa Voilà, santé. c'est Déjà beaucoup mieux. prendre soin et après, bon, ben, la santé va s'occuper d'elle tout de même, mais Voilà. on peut en prendre soin, l'aider cette santé à rester bonne. Exactement. En tout cas, un tout grand merci Thierry pour ton temps et pour ton partage. À toutes et à tous, merci pour d'avoir suivi cette interview. Je vous donne déjà rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode, un nouvel invité. En attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en dessous de cette vidéo. Et sinon, vous pouvez également vous abonner à ta newsletter sur ton site, alors Thierry. Ben, en fait, j'ai le site thierryjanssen.com et il y a une newsletter, effectivement. Et il y a aussi le site de l'école de la posture juste, hein, edlpj.org. Il y a aussi une newsletter. Et là, on est au courant de quand il y a quelque chose. Voilà. Parfait. Ben, je mettrai toutes ces indications dans le descriptif. N'oubliez pas aussi la posture juste qui est vraiment, je pense, un must pour les entrepreneurs, les coachs, les indépendants, les freelance, parce que ça permet justement d'avoir un outil en plus si vous êtes déjà dans un développement personnel, mais même au niveau professionnel, c'est vraiment un outil très intéressant. Je vais On te... avait, tu sais, j'étais venu au Québec la dernière fois, j'aime beaucoup aller au Québec et à Montréal en particulier. Et en fait, j'étais venu avec le livre Écouter le silence à l'intérieur, il y a 3 ans. Et on s'était dit, on créera peut-être l'école au Québec. Et puis, bon, il y a eu le confinement et toutes ces choses-là, mais on verra ce que l'avenir nous réserve. Exactement, mais en tout cas, tu es le bienvenu. On n'hésitera pas à rester en contact si ce projet se développe. Merci beaucoup Thierry, je vais te souhaiter une bonne fin de journée. Merci à toi et bonne vie hein, en attendant. Oui, bah oui, à tous et toutes. Voilà, prenez soin de vous et une très belle vie.